Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Nous poursuivons cette fois-ci. Je reconnais Monsieur le député de Taschereau. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette prise en considération sur le projet de loi 7 qui vise à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Je vais parler de trois sujets principalement et de deux des amendements là, que je dépose là, dans le cadre de cette prise en considération. C'est drôle, hein, comment j'écoutais mon collègue tantôt, puis c'est vrai que des fois, là, en fait, les interventions que je vais faire touchent particulièrement le cœur du projet de loi, en fin de compte, parce que si ça vise à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État, à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires, on est à la même place. Chez Québec solidaire, on veut évidemment un État qui est québécois, qui est efficace. On veut évidemment réduire la bureaucratie. C'est sûr qu'à force de lois, de corrections, de problématiques rencontrées sur le terrain, dans le milieu municipal, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu environnemental, bien, des couches de lois s'accumulent à l'occasion. Et peut-être que des fois, il y a besoin de faire un ménage, hein, s'assurer d'une certaine cohérence, puis qui puisse augmenter l'efficacité de l'État. Maintenant, moi, je vais parler de trois sujets qui sont très loin, en fait, qui sont très loin d'une réduction de la bureaucratie, d'un accroissement de l'efficacité de l'État. Très, très loin, Monsieur le Président. C'est comme si on avait un projet de loi dans lequel on s'est permis de mettre à peu près un peu de tout, hein, un peu de n'importe quoi, parce que c'est un projet de loi omnibus. Et donc, on a avancé des choses qui étaient très loin de l'objet principal du projet de loi. J'aimerais parler d'abord donc du Fonds vert. Vous savez, je suis porteur du dossier de l'environnement pour ma formation politique. On a été profondément choqués de voir qu'on réservait, en fait, on transférait les 1,8 milliard de dollars accumulés dans le Fonds vert vers le Fonds des générations. D'abord, le premier motif de notre colère, c'est le fait qu'on soit rendu à 1,8 milliard de dollars d'accumulés dans le Fonds vert. C'est de l'argent qui, depuis des années, aurait dû servir à la transition écologique, aurait dû servir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des entreprises qui ont payé, qui ont fourni, qui ont consolidé ce fonds et qui auraient dû être utilisés au fur et à mesure. Ces entreprises, comme le dit mon collègue de Marguerite-Bourgeois, elles aussi se sentent probablement flouées par cette opération-là. Elles ont contribué en espérant que ça serve soit leur entreprise, soit leur industrie. Mais cet argent-là, c'est une espèce de deal qu'on a avec elles. Les entreprises sont amenées à contribuer au fonds et en échange de quoi, elles pourront avoir des moyens financiers pour elles-mêmes s'engager dans la transition énergétique du Québec. Or, ce montant-là a été on l'a vu dans le budget, a été pas encore décaissé parce qu'on attend évidemment l'adoption du projet de loi numéro 7 pour le rendre possible. Mais le projet de loi numéro 7 rend possible cette opération vers le Fonds des générations. Alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'argent pour investir dans la transition climatique, Monsieur le Président, notamment les entreprises que j'ai nommées tantôt qui elles-mêmes ont contribué, mais aussi sinon d'autres secteurs d'activité qui sont fort importants. Je vous le rappelle, puis je me plais à le rappeler régulièrement, la clé de voûte de la lutte aux émissions, la lutte au changement climatique au Québec, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ce sont par les transports que ça passe. Les transports, c'est 43 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Là-dessus, il y a 33-34 % qui sont du transport routier. Offrons des alternatives aux gens qui sont fortement dépendants, parce qu'on a mal planifié l'occupation du territoire au Québec, sont fortement dépendants de leur automobile. En plus, l'automobile, ça coûte cher, vous le savez aussi bien que moi, Monsieur le Président. Je le rappellerai, un véhicule neuf aujourd'hui, en 2026, au Québec, coûte en moyenne 60 000 $. 60 000 $ que ça coûte pour acheter un véhicule neuf. Mes parents ont payé leur première maison, même pas ce prix-là, Monsieur le Président. Je veux dire, le temps passe, puis l'inflation amène une démesure complètement ahurissante des prix des biens de consommation importants. Et comme les gens sont dépendants de leur véhicule, ils achètent un véhicule. Hein, ils habitent dans des endroits qui sont mal desservis par le transport en commun, parce qu'on a mal planifié l'occupation du territoire, et là doivent donc s'occuper de consacrer une large part de leur budget à se transporter, Monsieur le Président. CA Québec, c'est quand même pas une organisation qui est particulièrement à gauche, là. Mais le CA Québec estime que posséder un véhicule, peu importe son année de fabrication, coûte aux ménages québécois 15 000 $ par année.
en essence, en entretien, changement de pneus, dépréciation, en taxes, etc., etc. 15 000 $ par année. C'est pas mêlant, M. le Président. Le transport, c'est devenu la deuxième dépense la plus importante des ménages québécois. Toutes les personnes qu'on représente au Québec, dans l'ordre, la principale dépense, c'est le logement. Il n'y a pas trop de surprises là-dedans. La deuxième, c'est le transport. Puis ça, c'est avant l'alimentation. C'est quand même assez fou. Les gens payent plus cher pour se déplacer que pour manger. Puis évidemment, vous connaissez les conséquences. Comme tous ces prix-là augmentent de façon importante, bien souvent, la seule dépense qui est vraiment compressible, c'est l'alimentation. Et c'est là qu'on voit apparaître les enjeux de banque alimentaire ou de mauvaise qualité d'aliments qui sont consommés par un nombre grandissant de Québécoises et de Québécois. Alors, on ne peut pas compresser, ou en tout cas, c'est très difficile de compresser le poste de dépense qui est dévolu au logement. Hein, évidemment, si on ne paye pas son loyer, il y a de fortes chances qu'on soit évincé. Même affaire, si on ne paye pas son hypothèque, il y a de fortes chances que la banque vienne cogner à notre porte. Le transport, encore une fois, il faut se déplacer pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir se loger, puis pour pouvoir manger. Donc, le premier poste qui est compressible et qui est important en termes budgétaires pour les familles, c'est l'alimentation. Et donc, à la fois pour augmenter l'offre de transport collectif un peu partout sur le territoire du Québec, ou encore pour maintenir en bon état de fonctionnement l'offre de transport collectif que nous avons actuellement, bien, il aurait fallu prendre l'argent qui est dans le fonds vert puis le mettre là-dedans. Ça aurait été logique. Ça aurait été une action directe sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça aurait été un geste fort dans la lutte contre les changements climatiques. J'en ai parlé tantôt dans ma question au ministre des Transports. Le métro de Montréal manque cruellement d'entretien. On a eu 3 stations qui ont été fermées récemment, il y a quelques mois, années, qui ont été fermées à Montréal, Monsieur le Président, on s'en souvient encore, par manque d'entretien. Puis après ça, on ne peut pas juste dire que c'est de la faute des municipalités, que c'est à elles à s'assurer de l'entretien de cet actif incroyable que nous avons au Québec. Je le rappelle, hein, c'est l'infrastructure de transport la plus achalandée au Canada, la deuxième en Amérique du Nord après le métro de Montréal. C'est pas rien. C'est immense, le métro de Montréal. Mais les dépenses qui viennent avec son entretien, son maintien d'actifs, aussi sont immenses et dépassent largement la capacité de payer des instances montréalaises, la RTM, la STM ou encore les usagers aussi. Et donc, c'est un projet majeur que d'entretenir ces infrastructures majeures. Et donc, ça prend un appui fort des paliers de gouvernement supérieur. Donc, évidemment, j'ai demandé au ministre tantôt d'aller chercher l'argent qui nous est dû au Fonds du transport en commun canadien. On aura une discussion là-dessus éventuellement. Je pense que je vais continuer à le talonner là-dessus parce que le combat, la négociation qu'il mène ne donne pas assez de résultats à mon point de vue, mais il y a toute la question du fonds vert. Le 1,8 milliard de dollars aurait dû servir en priorité à aller servir l'entretien du métro de Montréal. Donc, évidemment, très déçu de cet aspect-là du projet de loi 7 qui vient formaliser, encadrer, permettre le transfert du fonds vert, du fonds pour l'électrification et les changements climatiques vers le Fonds des générations. D'autant plus que le Fonds de génération, la dette du Québec, elle est à des niveaux qui sont tout à fait contrôlés de l'aveu même du ministre des Finances lui-même. Il le répète souvent, son déficit, sa dette sont à des niveaux qui sont tout à fait gérables pour un État qui a des finances telles que celles du Québec. Donc, on aurait pu s'en passer et on aurait grandement gagné à investir davantage dans le transport en commun et particulièrement dans le maintien des actifs importants que nous avons avec le métro de Montréal. Deuxième élément sur lequel je voulais intervenir, c'est la question, c'est assez précis, vous me direz, Monsieur le Président, là, mais je pense que je vais faire quand même mon point. C'est la fusion de 2 fonds qui financent diverses missions d'organismes communautaires au Québec. D'un côté, il y a le fonds d'aide à l'action communautaire autonome, et de l'autre côté, il y a le Fonds québécois pour les initiatives sociales. Grosso modo, là, je vais vous faire la distinction là, un peu schématique de ces 2 fonds-là qui permettent de soutenir, d'investir dans le communautaire dans 2 volets complètement différents. D'abord, le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome, je vais l'appeler le FACA, si vous permettez. D'abord, c'est un financement qui est national, qui est géré par le gouvernement du Québec, qui finance les organismes dans leur action communautaire autonome. Ça, c'est bien important. Ce sont des organismes autonomes, donc ils ne sont pas des sous-traitants
de l'État québécois. Ils ont leur mission qui est propre. Ça vient avec un paquet de critères, évidemment, aussi, notamment d'avoir un conseil d'administration. Ils sont libres de toute influence, là, je le dirais, je le dis positivement, là, mais du gouvernement, du CIUS, du milieu municipal, par exemple. C'est un financement qui est en soutien à la mission globale de ces organisations-là. Donc, c'est un financement à la mission. On ne dit pas aux organismes, vous faites de l'action dans cette direction-là parce que le gouvernement, le ministère a décidé que vous alliez dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment les organismes qui, avec leur connaissance, leur expertise, leur géographie aussi, donc est-ce que c'est local, régional, choisit d'investir, de mettre à contribution cette expertise-là pour résoudre des problèmes, de défendre la voix de certaines personnes plus vulnérables, et donc ils vont agir en toute autonomie, en toute indépendance. Donc, cette action communautaire autonome-là implique les gens de la communauté. D'accord? Le but principal, c'est la défense collective des droits, c'est la transformation sociale. Et c'est donc, je vous dirais, toute personne qui siège dans cette chambre ici connaît les organismes en défense collective des droits. Ce sont des contre-pouvoirs importants, Monsieur le Président. Avoir une société dans laquelle les contre-pouvoirs sont éliminés, c'est une société dans laquelle les voix des personnes les plus marginalisées, des plus vulnérables, sont oubliées, ne sont pas entendues. Les organismes en défense collective des droits sont des organismes qui permettent de mettre la lumière sur des missions ou des parties normalement couvertes par les missions de l'État qui ne le sont pas. Ça permet d'enlever les œillères du gouvernement. Il n'y a aucun gouvernement qui est infaillible. Il n'y a aucun gouvernement qui fait une action parfaite. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a aucun gouvernement qui a fait une action de quelque époque et de quelque couleur que ce soit, qui a fait une action qui était parfaite. Et donc, on a besoin d'avoir ces organismes-là qui sont là pour mettre la lumière, pour défendre et pour rappeler au gouvernement que certaines parties de la population sont oubliées à travers son action gouvernementale. Ça me fait penser, et j'en avais parlé lors de l'étude détaillée sur le projet de loi 7, j'étais intervenu, là, particulièrement sur les amendements, pas les amendements, mais les articles qui touchaient à cette fusion-là. Ça faisait penser un peu à un exemple qu'on connaît bien, Monsieur le Président. Les suffragettes, à l'époque, elles n'étaient pas dans un organisme financé par l'action, par le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome. C'était davantage bénévole, cette action-là, mais je trouve qu'il y a un parallèle quand même important et intéressant. C'est qu'à l'époque, les suffragettes allaient contre la volonté gouvernementale d'autoriser le droit de vote pour les femmes. Et pourtant, est-ce qu'on ne remercie pas et on ne célèbre pas l'action de ces femmes-là? Bien, certainement. Il y a une statue à l'extérieur qui montre justement et qui rappelle l'importance d'action des suffragettes qui nous a permis de faire en sorte que, quoique un peu tardivement, mais les femmes ont pu obtenir le droit de vote. Puis après ça, les femmes ont pu aussi siéger en cette Chambre. Et aujourd'hui, les femmes représentent 50% ou à peu près des élus de l'Assemblée nationale. Et donc, ce genre de mouvement-là, à mon avis, à moi, doit être encouragé plutôt que dilué. Vous savez, on a un modèle unique au Québec. J'ai eu la chance, je vais parler d'une anecdote qui, pour moi, est très marquante. J'ai eu la chance d'aller vivre pendant 8 mois à Toulouse. Quand j'étais donc plus jeune, j'avais 2 enfants. Mes 2 plus vieilles étaient nés. Ma conjointe faisait son doctorat avec une co-direction à Toulouse. Et une des choses que j'ai faites là-bas, moi, c'est m'impliquer dans des organismes qui étaient comme en défense collective des droits, mais le modèle français ne finance pas ces organisations-là. Donc, on a un modèle qui est particulièrement bien au Québec. On a un modèle qui finance ces contre-pouvoirs-là. J'expliquais le modèle québécois et ça faisait l'envie des Français avec qui je parlais de ça. On a un modèle qui finance l'activité de défense collective des droits, qui finance l'autonomie des groupes. Il y a quelque chose de formidable là-dedans, Monsieur le Président. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années et ça a été mis en place il y a une 30aine d'années. Et on voulait tellement, à l'époque de la création de ce fonds-là, que le fonds ne soit pas soumis aux intentions ministérielles, qu'au départ, le fonds relevait directement du premier ministre et du conseil exécutif pour s'assurer qu'il n'y avait aucune influence ministérielle sur ce fonds-là, pour s'assurer qu'avec le temps, le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome resterait indépendant, mais surtout intouchable. Mais avec le temps, les choses ont changé. Il y a quelques années, je pense que le Parti québécois a ramené ce fonds-là
au ministère de l'Emploi, du Travail. Et par la suite, on a la suite maintenant, c'est-à-dire que là, on fusionne avec le Fonds québécois des initiatives sociales, qui lui est complètement différent. Je vais vous dire un peu ce que c'est, le Fonds québécois des initiatives sociales. D'abord, c'est local, c'est régional. C'est un financement par projet. Le but principal de ce fonds-là, c'est les initiatives de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est tout à fait louable, là, ce fonds-là. Il est tout à fait pertinent, évidemment, mais il fonctionne par projet. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui dit, nous décidons cette année, par exemple, Monsieur le Président, de financer des initiatives qui vont aller travailler sur la pauvreté chez les communautés autochtones, par exemple, ou chez les enfants du primaire, par exemple. Et là, il y a des appels à projets, puis les organismes postulent là-dessus, mais doivent rentrer dans les cases pour obtenir le financement. Donc, vont financer, vont proposer des projets qui vont aller exactement dans les cases proposées par le ministère. Et ça fait en sorte que on tient moins compte, on s'appuie moins sur l'expertise et l'autonomie des groupes sur le terrain pour trouver des solutions. Donc, c'est pas mauvais, le Fonds québécois des initiatives sociales, mais c'est juste différent. Je reprends l'exemple de mon collègue de Marguerite Bourgeois. C'est deux fonds avec des missions complètement différentes. Les deux financent du communautaire, mais sur deux approches complètement différentes. Évidemment, c'est ça, je le disais tantôt, les relations avec l'État pour les groupes qui sont financés par le Fonds québécois des initiatives sociales, ça va être une logique de concertation, de collaboration avec les acteurs, mais c'est vraiment une pensée d'exécution de la volonté gouvernementale, si vous voulez. Donc, on a deux fonds qu'on veut fusionner. C'est l'intention de la ministre, en fait, de la présidente du Conseil du Trésor. Et comme je vous dis, moi, les organismes à qui j'ai parlé, je leur parle souvent, vous voyez mon macaron, Monsieur le Président, j'ai beaucoup interagi avec les groupes communautaires dans les dernières semaines. Et donc, on avait parlé aussi beaucoup de la fusion de ces deux fonds-là. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils craignaient énormément de voir leur autonomie souffrir de la fusion de ces deux fonds-là. Ça serait une faute grave, Monsieur le Président, que de ne pas adopter l'amendement, je pense, que nous proposons là-dessus, parce que quand j'ai parlé avec la ministre de cela, elle me disait, voyez, c'est une simple mesure administrative. Et quand on lui demandait quel genre d'économie, quel genre d'efficacité ça allait donner de plus à l'État québécois, parce que c'est ça le but du projet de loi numéro 7, elle a répondu qu'on allait faire des gains d'efficacité de 0,3 ETC. Donc, 0,3, 0,3 équivalent temps complet. Donc, il y a un risque de mettre à mal l'autonomie des groupes communautaires qui sont financés par le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome. Tout ça pour peut-être sauver 20 000 30 000 $ par année, Monsieur le Président. Il y a quelque chose d'un peu fou, là. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de l'objectif, puis on dirait qu'on est dans une démarche un petit peu plus de réforme, en fait, du mode de financement des organismes communautaires, bien plus qu'une mesure qui vise à améliorer l'efficacité de l'État, puis réduire la démocratie. Donc, il y a un risque vraiment. Quand j'ai demandé à la ministre, elle m'a dit faites-vous-en pas, c'est un seul fonds, mais il va financer quand même, les deux volets vont demeurer financés, mais aussi distincts. Et donc, c'est important pour moi, là, de déposer cet amendement-là qui va venir préciser que le financement à la mission de l'action communautaire va demeurer une chose existante à l'intérieur de ce nouveau fonds qui sera constitué par la fusion des deux fonds, le FACA et le FKIS. Donc, c'est important pour moi là, de le mentionner. Cet article-là viendrait confirmer, s'il est adopté, et c'est ce que je souhaite, l'intention manifeste de la présidente du Conseil du Trésor, qui a elle-même dit que les deux volets continueraient d'être financés à l'intérieur du nouveau fonds créé. Donc voilà pourquoi j'encouragerai évidemment tous les parlementaires à voter en faveur de mon amendement. L'autre élément sur lequel j'aimerais vous parler, Monsieur le Président, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. J'ai un amendement également là-dessus. Donc, à la dernière journée de l'étude détaillée du projet de loi 7, sans préavis, sans consultation à ce sujet-là, la ministre a décidé de faire passer les employés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sous la loi de la fonction publique.
Et ça amène un enjeu important, Monsieur le Président, parce que, vous le savez, on travaille énormément avec des fonctionnaires, on en a dans notre entourage, dans nos cercles sociaux évidemment aussi. Être fonctionnaire, ça vient avec un devoir de loyauté, puis un devoir de réserve, qui est important et qui est légitime, je dirais. Par conséquent, ce changement-là menace sérieusement l'indépendance de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse face au gouvernement puis à sa capacité de jouer son rôle de chien de garde de l'application du respect de notre Charte québécoise des droits et libertés. Vous imaginez, là, si les employés de la Commission se voient obligés d'avoir de respecter un devoir de loyauté et un devoir de réserve, on s'éloigne, encore une fois, du principe de surveillance de l'action gouvernementale de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est un contre-pouvoir essentiel. C'est l'organe au Québec qui fait une interprétation des mesures, des lois, des programmes qui sont développés par le gouvernement au regard de la Charte québécoise des droits et libertés et qui rend des avis sur cette action-là. Encore une fois, je l'ai dit, aucun gouvernement n'est infaillible. Aucun gouvernement n'est parfait. Peu importe la couleur, peu importe l'époque. On a besoin d'avoir des chiens de garde, des contre-pouvoirs qui vont garantir qu'ensemble, comme société, on va continuer d'aller dans la bonne direction malgré des mauvaises décisions qui parfois peuvent être prises. Alors, pire encore, en faisant un changement aussi majeur par amendement, puis à la dernière minute, ça signifie qu'on n'a pas pu entendre non plus quiconque, notamment la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ni le syndicat de leurs employés, ni les experts en droit, ni les groupes de défense des droits, sur les conséquences possibles de cette décision de la ministre. Tout ça par amendement, Monsieur le Président. On n'a pas respecté, c'est quand même une décision importante, puis on n'a pas respecté l'ordre normal d'évolution des choses ou de l'étude d'un projet de loi. On vient changer les mécanismes d'application de notre Charte québécoise de façon complètement impromptue et unilatérale et pour des économies de bout de chandelle et des synergies hypothétiques qui n'ont même pas été ni démontrées ni quantifiées, Monsieur le Président. C'est donc pour ça que je vais déposer aussi un amendement là-dessus qui touche l'article 383.6 du projet de loi qui va se dire comme suit, l'article 62 de la Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C12, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant. Les membres du personnel de la Commission sont nommés suivant la loi sur la fonction publique, chapitre F3.1.1. Néanmoins, c'est l'ajout, néanmoins, le premier alinéa de l'article 5, l'article 10 et l'article 11 de la loi sur la fonction publique ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Commission. J'ai dit tout ça, Monsieur le Président. Je suis intervenu sur deux sujets que je trouve drôlement importants pour notre société. D'abord, les questions environnementales. J'ai parlé du Fonds vert. Je pense qu'on a encore une chance aujourd'hui de s'assurer que cet argent-là, même si le projet de loi est adopté, de s'assurer que ce fonds-là va au plus essentiel, c'est-à-dire ne pas laisser une dette climatique à nos enfants, offrir des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puis les deux autres aspects sur lesquels j'ai déposé des amendements sont non moins importants, Monsieur le Président. Deux éléments qui touchent les contre-pouvoirs dans notre société. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Aucun gouvernement n'est parfait, aucun gouvernement n'est infaillible. On se doit d'avoir des contre-pouvoirs qui sont bien réels, bien présents, qui puissent être entendus et qui doivent aussi être bien financés. C'est un élément important d'un État de droit et d'une démocratie en santé en 2026. Et Dieu sait qu'on a besoin d'avoir une démocratie saine, en santé, où il y a du débat, où il y a des contre-pouvoirs qui sont bien existants, parce que pas très loin, on a des vents d'autoritarisme très forts qui soufflent. Aux États-Unis, en Europe, il y a beaucoup de pays qui tombent malheureusement dans l'autoritarisme et on doit, au Québec, se préserver de cela. Je ne dis pas qu'on est en train d'aller dans cette direction-là, mais cette glissade, elle peut se faire très lentement, imperceptiblement, Monsieur le Président, et c'est par l'effritement de ces contre-pouvoirs-là que l'autoritarisme peut tranquillement, pas vite, se mettre en place. On le sait, notre démocratie est fragile, les contre-pouvoirs à l'intérieur sont importants, donc je demande au gouvernement d'adopter mon amendement sur le fonds, la fusion des fonds, le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome et le Fonds québécois des initiatives sociales, ainsi que mon amendement qui touche davantage la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le député de